Bienvenue dans cette vidéo spéciale Noël. En tout cas, ce que je considère être ma vidéo spéciale Noël, je vais vous présenter ici 10 histoires qui ont toutes un point commun, c'est qu'elles se déroulent pendant la période de Noël. Parmi ces 10 histoires, il y en a 2 que j'ai déjà abordées sur la chaîne et que je souhaite repartager parce que ce sont des histoires qui sont tout bonnement incroyables. J'espère que vous apprécierez ces 8 nouvelles histoires à Noël et les 2 que j'ai déjà abordées précédemment, il y a quand même de cela un moment. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, sachez que ça me soutient énormément et ça me touche profondément. Je vous laisse également me rejoindre sur Instagram que je vous affiche juste ici, AkenTV, si vous souhaitez me partager votre histoire, quelque chose qui vous est arrivé personnellement, ou si vous souhaitez tout simplement me suivre là-bas. Je tiens à préciser une chose. Au moment où sort cette vidéo, il y a une publication qui a été faite sur mon Instagram qui est bien particulière pour fêter Noël. Effectivement, à l'occasion des fêtes, je vous fais gagner une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 €. De quoi vous faire plaisir à vous ou faire plaisir à vos proches si vous le souhaitez. Toutes les conditions pour participer à ce fameux concours est présent sur Instagram, donc si vous souhaitez participer, je ne peux que vous inviter à vous rendre là-bas pour en savoir plus. Je vous remercie pour votre attention et si maintenant vous êtes prêts, on est parti pour découvrir la première histoire de notre série. L'histoire que je vais vous présenter dans un premier temps est l'histoire de quelqu'un que nous allons appeler Michael. Michael nous dit qu'il était étudiant à l'université, il commençait ses études, sa rentrée s'était bien passée et tranquillement, on arrive au moment des fêtes de Noël. Michael nous explique pour donner un petit peu de contexte que généralement, sa famille est assez divisée donc pendant les périodes des fêtes. Il n'y a pas une grosse fête de Noël organisée chez un des membres de la famille, chacun va un peu chez les uns et les autres. Ceci étant dit, Michael nous explique qu'il allait se rendre chez ses grands-parents et qu'il est arrivé un peu en avance. Donc tous les membres de la famille étaient chez quelqu'un d'autre, lui avait été déposé par son cousin et son cousin lui a dit si tu veux en attendant que tout le monde vienne chez nos grands-parents, eh bien je reste pas avec toi. Sauf que Michael avait une petite idée en tête. Il avait fait tout le trajet donc il n'avait qu'une envie, c'était se retrouver un peu seul pour se détendre, regarder quelques DVD qu'il venait d'acheter, vraiment passer un moment avec lui-même. Son cousin lui a dit pas de souci, donc il a simplement déposé Michael devant la maison des grands-parents et il est ensuite reparti. Alors que Michael traversait la rue pour rentrer chez ses grands-parents, il s'est rendu compte qu'il y avait une voiture qu'il n'avait jamais vue auparavant, qui semblait assez étrange, qui était stationnée. C'est quelque chose qui pourrait indiquer quelque chose de négatif, mais Michael, lui, ne pense pas du tout à quelque chose de malsain. Il se dit qu'on est en pleine période de fête, donc il est très probable que cette voiture appartienne à des amis ou de la famille qui rend visite à l'occasion des fameuses fêtes de Noël. Donc Michael rentre dans la maison de ses grands-parents, il ferme la porte à clé, il se prend de quoi se nourrir un petit peu et il se prépare pour sa petite après-midi de film en solitaire. Ça faisait à peine 15 minutes que Michael était arrivé chez ses grands-parents que là, il a entendu quelqu'un frapper à la porte. Michael est allé voir qui c'était, il a ouvert la porte mais il ne l'a pas ouverte en grand, il l'a juste ouvert un petit peu histoire de voir qui c'était. Et il a vu que la personne qui avait toqué à la porte était un homme de taille moyenne, avec les cheveux noirs qui semblaient assez gras, des lunettes. L'homme était assez imposant et il était habillé de manière plutôt classique. Il n'était pas en costume, il n'était pas habillé avec des vêtements délabrés, cet homme ressemblait en soi à Monsieur Tout-le-Monde. Pour ajouter un peu à sa description, Michael dit qu'en voyant cet homme, on ne se sent pas directement menacé. Et après avoir ouvert la porte, l'homme a demandé à Michael « Est-ce que la voiture dans la rue est à vendre ?» Michael a répondu « Eh bien, je ne sais pas. » Et l'homme qui avait toqué a dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je peux en parler ?» Et Michael ne sait pas pourquoi, mais il a répondu un peu machinalement « Non, mais revenez un peu plus tard. » Alors que la voiture dont l'homme parlait, Michael ne savait pas à qui elle appartenait. Et bien que cet homme ne semblait pas initialement menaçant, Michael sentait quelque chose qui n'allait pas. Son instinct lui disait « Michael, ferme la porte ». Et Michael a écouté son instinct. Il a fermé la porte et il l'a verrouillée rapidement et il s'est rendu compte qu'en faisant cette manœuvre, l'homme qui venait de toquer à la porte a précipité sa main sur la poignée et a essayé de forcer le passage. Heureusement, Michael avait été plus rapide que lui, donc en voyant et en entendant ce que l'homme faisait, Michael s'est reculé rapidement de la porte. L'homme essayait
sans cesse d'ouvrir la porte en tirant la poignée, il tapait même sur la porte de manière assez violente. Michael lui a décidé non pas de se cacher mais de s'éloigner de la porte pour donner l'impression qu'il était parti, qu'il avait quitté l'entrée, alors qu'il était en soi toujours à côté et qu'il était tombé tellement il avait été surpris et apeuré de ce qui venait de se passer très rapidement. Michael a commencé à ramper vers un téléphone pour essayer d'appeler de l'aide, et alors qu'il est en train d'effectuer cette manœuvre tout en discrétion, il ne voulait pas que l'homme voie quoi que ce soit, Michael a pensé à plusieurs choses. Il a entendu des sortes de bruits. Il ne saurait pas trop les décrire, mais des bruits du style « la personne bouge autour de la maison ». Et c'est là que Michael pense à quelque chose qui ne va pas du tout dans son sens. Il se rappelle que la maison où vivent ses grands-parents a un garage dont la porte s'ouvre plutôt facilement. Il explique qu'il n'est pas du tout difficile de forcer cette fameuse porte, et qu'à l'intérieur du garage, il y a une autre porte qui mène à la lingerie et ensuite à l'intérieur de la maison. Porte qui n'est jamais verrouillée. Pour la simple et bonne raison que le loquet est cassé et personne n'a eu la bonne idée de le réparer. Personne ne voyait de danger, et généralement c'est quand il se passe quelque chose qu'on se dit « Tiens, j'aurais peut-être dû prendre quelques mesures de sécurité en plus ». Quoi qu'il en soit, Michael comprend que l'homme qui frappait à la porte est en train de faire le tour de la maison et qu'il se dirige vers le fameux garage. Mais là, sorti de nulle part, Michael entend une voix d'homme venir de l'extérieur de la maison qui hurle. Il n'arrive pas à discerner ce qui est dit, mais le bruit qui suit ce hurlement est un bruit de pas précipité. Michael se relève rapidement, il va à la fenêtre et il voit l'homme qui avait frappé à la porte sprinter vers la voiture qu'il avait remarquée un peu plus tôt quand il est arrivé chez ses grands-parents et qui s'en va rapidement. En fait, l'homme qui a crié n'était autre que l'oncle de Michael. Il venait pour faire on ne sait quoi, ce n'est pas important dans l'histoire, mais il a vu l'homme à qui Michael avait parlé rôder autour de la maison. Immédiatement, l'oncle l'a interpellé et l'homme qui avait frappé à la porte a pris peur et il s'est enfui. Malheureusement, ni Michael ni l'oncle n'ont eu le temps de prendre la plaque d'immatriculation de l'individu. Michael ne sait pas ce que voulait cet homme, il ne sait pas non plus ce qui se serait passé si il avait réussi à rentrer dans la maison. Quoi qu'il en soit, c'est une expérience qui lui a laissé un certain traumatisme car Michael évite, autant qu'il le peut, de se retrouver seul dans une maison pendant la période des vacances. C'est là que le témoignage de Michael se termine, un témoignage pour nous mettre en bouche sur les histoires à venir. C'est vrai qu'on ne peut être qu'heureux que Michael s'en soit sorti sans séquelles. Il est très difficile de dire ce que cet homme voulait. Est-ce qu'il voulait cambrioler la maison ? C'est possible. Je pense que pendant la période des fêtes, beaucoup de personnes mal intentionnées sont au courant que certaines maisons sont inhabitées parce que certaines familles se déplacent chez d'autres personnes, donc peut-être que c'est une aubaine pour eux, et là, l'homme qui avait frappé chez Michael voulait juste voir s'il y avait quelqu'un à la maison ou pas. Il y a vu qu'il n'y avait que Michael, un jeune homme, donc il s'est dit peut-être que ça vaut le coup de tenter quelque chose, et finalement, l'arrivée de l'oncle a, comme on dit, sauvé les miches de notre ami. Dans cette nouvelle histoire, nous allons suivre le témoignage d'Elsa. Elsa nous dit qu'elle vit dans un petit village où il y a 10-15 maisons, tout au plus. Un village qui se trouve non loin d'une autoroute, en 5 minutes on peut s'y trouver, autoroute qui mène notamment à une plus grande ville. Donc, grosso modo, le village se trouve à peu près 10 minutes de cette fameuse grande ville. Outre ce détail-là, le village lui se trouve à côté d'une grande forêt et est assez isolé. Si on traverse la fameuse autoroute, alors c'est pas une autoroute comme on l'imagine, c'est plutôt une route principale, et bien si on traverse cette route, on arrive vers la forêt en à peine 10 minutes de marche. Nous sommes le jour de Noël. En fin d'après-midi, Elsa et son petit ami décident de sortir un peu, prendre l'air, faire une petite balade digestive car ils ont déjà bien mangé. Ils voulaient se détendre un peu, marcher un peu avant de reprendre les festivités. Il était aux alentours de 17h, il faisait déjà nuit à l'extérieur, et donc, pour s'aider un petit peu, le couple a décidé de prendre des lampes de poche. Elsa nous dit aussi qu'elle a une passion, cette passion c'est la photographie. Donc, en plus de prendre des lampes de poche, elle décide de prendre son appareil photo au cas où elle pourrait tomber sur quelque chose d'intéressant à photographier. Le couple sort donc, Elsa et son petit ami commencent leur balade et ils se dirigent tranquillement vers la forêt. Ils marchent sur une petite piste cyclable qui longe la forêt et en fait cette piste cyclable relie le village où vit Elsa avec un autre village qui ne se trouve pas très loin. À un moment donné, il faut traverser un bout de forêt, donc là la zone est plus sombre que quand il y a moins d'arbres, et en entrant dans cette zone plus boisée que les autres, Elsa remarque que sa lampe de poche reflète sur quelque chose mais elle ne sait pas quoi.
Et c'est en prêtant un peu plus attention à ce détail-là, elle se rend compte que ce reflet est dû à la présence d'une voiture. Une voiture qui est garée près de la piste cyclable, à côté des arbres. Et on pourrait trouver ça anodin, mais ça ne l'est pas. Il se trouve que les voitures n'ont pas le droit de rouler sur la piste cyclable. Donc, en théorie, la voiture n'a rien à faire là. Automatiquement, ça a interpellé Elsa. Elsa et son petit ami passent à côté de la voiture et le couple, étant assez curieux, décide de regarder à l'intérieur. Le petit ami met un petit coup de lampe de poche à l'intérieur de la voiture pour voir s'il y a quelque chose d'intéressant ou d'intriguant et la voiture semble complètement vide. Donc pas d'inquiétude, Elsa remarque en plus que les vitres du véhicule sont gelées, donc elle présume que le véhicule est garé là depuis un certain temps et finalement le couple décide de continuer son chemin. Un peu plus loin sur le chemin, devant le véhicule, Elsa est intriguée par une structure, rien d'effrayant, mais plutôt quelque chose d'intéressant pour elle à photographier. Donc elle demande à son petit ami d'éclairer la fameuse structure pour qu'elle puisse prendre quelques photos. Elle est donc en train de s'atteler à prendre des photos et elle est interrompue par son petit ami qui lui dit « Je crois qu'il y a quelqu'un derrière nous et quelqu'un qui nous regarde ». Elsa tout de suite ça la fait sursauter parce qu'elle est sûre que depuis le début de leur balade, elle et son petit ami sont complètement seuls, donc cet individu sort un peu de nulle part. En plus, son petit ami confirme le fait que cet homme n'était pas là avant, car il jetait des coups d'œil assez régulièrement autour de lui, car il y avait pas mal de sangliers dans la zone qui pouvaient être assez agressifs. Elsa se retourne donc doucement et elle valide bien ce que son petit ami lui a dit. Il y a bien un homme qui se trouve derrière eux. Il était loin, si loin qu'on ne pouvait pas l'éclairer avec la lampe de poche, et il ne bougeait pas. Il restait face au couple, sans rien faire. Elsa essaye de se rassurer, elle se dit que c'est peut-être un homme qui passait par là et qui a été surpris de voir le couple. C'est sûr que ça peut attirer l'œil de voir quelqu'un qui prend des photos de la nature, ça peut attirer notre regard. Donc d'abord Elsa pense à une situation qui ressemblerait à ça. Elle se dit même que peut-être c'est la personne qui est propriétaire du véhicule et il se demande pourquoi des gens prennent des photos à côté de sa voiture. Donc Elsa décide de confronter l'homme, pas violemment, mais elle se lève et elle dit à l'homme « Bonsoir, je prends des photos, vous inquiétez pas, je suis photographe, je prends la nature en photo. » L'homme n'a rien dit, il est resté là à ne pas bouger et Elsa lui a dit « Est-ce que vous avez besoin de lumière pour vous éclairer ?» Et l'homme lui répond que non, ça ira. Elsa était mal à l'aise, elle trouve la situation étrange, mais elle essaye de ne pas s'affoler. Elle décide de rester très calme pour rester maître de la situation, en l'occurrence maîtresse de la situation. Elle se dit qu'il y a probablement une explication normale au fait que l'homme agisse de la sorte. Donc, plutôt que de s'atteler à rester ici et à vivre cette situation inconfortable, Elsa et son petit ami décident de continuer le chemin qu'ils avaient emprunté et de se rendre tranquillement vers le village qui était à proximité. Alors qu'elle est en train de marcher, Elsa prend son téléphone et elle recherche des informations par rapport à ce qu'elle a vu sur la plaque d'immatriculation de la voiture qui était garée au milieu de la forêt. Elle se souvenait de quelques éléments et ça lui a permis d'apprendre certaines choses. Elsa nous dit qu'au moment de son histoire, nous sommes dans une période de confinement. Confinement plutôt strict, donc il était en soi interdit de sortir. Certaines règles étaient à respecter. On pouvait sortir faire une balade courte de temps en temps autour de chez soi, mais on ne pouvait pas faire de longs voyages. Et en se renseignant sur la plaque d'immatriculation de la voiture, Elsa a appris que la voiture venait d'un village qui se trouvait à 6 heures de route de là où elle était au niveau de la forêt. Donc, mis à part raison extrêmement urgente, logiquement, en respectant les fameuses règles qui étaient à appliquer, l'homme n'était pas censé pouvoir se trouver là. Le couple continue sa marche, ils arrivent vers l'entrée du village où ils voulaient aller et ils se sont retournés un petit peu pour voir ce que faisait l'homme avec son véhicule. Et ils se sont rendus compte qu'il faisait mine de partir, mais il s'est regaré au même endroit et il a éteint ses phares comme s'il souhaitait ne pas être aperçu. L'homme donnait l'impression qu'il comptait quitter la forêt et qu'une fois hors de visibilité, il re-rentrait dedans pour se remettre exactement là où il était avant. Finalement, Elsa et son petit ami ont décidé de rentrer à la maison. Ils n'ont pas pris le chemin sur lequel ils ont croisé l'individu, ils ont fait un détour parce que Elsa ne voulait pas se retrouver face à l'homme. Elle n'a jamais été proche de lui, mais elle ne voulait pas repasser à côté de la voiture. En plus de ça, la batterie de la lampe de poche commençait à être épuisée, les batteries de téléphone aussi, donc se retrouver dans une mauvaise situation sans lumière et sans téléphone pour appeler les secours, c'était quelque chose d'inconcevable. Elsa a préféré jouer la carte de la sécurité et elle a eu complètement raison. Elle a donc appelé la police, mais
une fois qu'elle est rentrée à la maison. Elle a donné toutes les informations qu'elle pouvait à la police. Son plus grand regret, c'est de ne pas avoir pu mémoriser toute la plaque d'immatriculation, mais au moins elle a informé la police. Et ce qu'elle pense en fait dans cette situation, c'est que au moment où elle photographiait la fameuse structure qui l'a intriguée, l'homme, lui, qui était caché dans la forêt, essayait de se rapprocher discrètement d'Elsa et de son petit ami. Pourquoi? On ne sait pas. Elsa est heureuse que son petit ami ait été là au moment où elle a rencontré cet individu, car elle présume que si elle avait été seule à ce moment-là, quelque chose de grave aurait pu se produire. Elle est persuadée que quelque chose n'allait pas, car cet homme avait un comportement très étrange, il ne répondait pas aux questions. C'était comme si, quand Elsa lui a parlé, qu'il était comme pris sur le fait de quelque chose. Mais quoi? Ça, c'est le mystère de cette histoire. Elsa dit que, initialement, quand elle est arrivée dans la zone plus boisée de la forêt, elle a eu l'idée, en voyant la voiture, de la prendre en photo. Mais finalement, elle était mal à l'aise de le faire, car elle se dit que si jamais elle avait pris la voiture en photo et que l'homme était quelqu'un d'assez étrange, qu'il préparait un cambriolage ou de jeter un corps, ou peu importe, qu'il avait des intentions malsaines, eh bien le fait d'avoir une photo de son véhicule aurait été une raison pour lui de s'en prendre à Elsa et à son petit ami. Donc d'un côté, elle est contente de ne pas l'avoir fait parce qu'elle se dit que peut-être ça aussi, ça lui a sauvé la vie. Est-ce que cette histoire vous donne envie de faire une balade en forêt pour Noël? Bah moi non. Nous allons maintenant voir l'histoire de Noémie. Noémie nous partage quelque chose qui s'est passé quand elle était âgée de 16 ans. Nous sommes pas le jour de Noël, mais pendant la période de Noël, donc à peu près 1 ou 2 semaines avant, quoi qu'il en soit, pendant les vacances de Noël. Elle nous dit, pour contextualiser un peu les choses, qu'elle a une sœur, Blub, de 11 ans, alors je ne sais pas si c'est les vrais prénoms ou des surnoms, et Mo, âgé de 13 ans. Nous sommes un soir, vers 22h30, Noémie était dans la chambre de sa mère en train de parler à ses 2 sœurs. Évidemment, il y avait sa mère également, et tout était là à parler comme elles avaient l'habitude de le faire. Au bout de la conversation, les sœurs disent bonne nuit, et juste avant de partir, la mère de Noémie demande si elle peut avoir un peu d'eau. Alors là, il faut savoir, c'est un cas assez particulier. Dans la maison où vit Noémie, il n'y a aucune bouteille d'eau. Pour une raison, vous me direz en commentaire si vous la comprenez ou pas, mais c'est qu'en fait, le père de Noémie a une petite manie, c'est que quand il veut boire, il prend une bouteille d'eau, la première qu'il trouve et il boit 1 ou 2 gorgées. Que la bouteille soit entamée ou qu'elle soit neuve, il ne consomme jamais la même bouteille. C'est quelque chose qui irrite énormément la mère de Noémie. Donc pour éviter que le père fasse ça, elle a tendance à garder toutes les bouteilles d'eau, les packs d'eau dans la voiture. Donc elle demande à Noémie et à sa sœur Mo d'aller lui chercher quelques bouteilles. Noémie va chercher les clés de la voiture et elle sort. Elle arrive au niveau de la porte d'entrée de la maison et elle fait signe à sa sœur de venir. Sauf que sa sœur lui dit qu'elle n'a pas envie de venir aider Noémie à porter des bouteilles d'eau parce qu'il fait extrêmement froid dehors. Donc Noémie, évidemment, n'est pas très satisfaite, mais elle ne force pas sa sœur, donc toute seule, elle s'aventure dans le froid à l'extérieur. Elle se dirige vers la voiture de sa mère et alors qu'elle est en train de marcher, elle aperçoit une silhouette. Une silhouette qui bouge au milieu de la rue et dans un premier temps, Noémie ne se dit pas qu'il y a un quelconque problème. Elle pense simplement à quelqu'un qui traverse la rue. Noémie arrive au véhicule, elle prend les fameuses bouteilles et elle aperçoit toujours du coin de son regard la silhouette de quelqu'un qui est absolument immobile. Elle ne semble pas regarder Noémie, donc Noémie trouve ça étrange, mais elle décide de ne pas y prêter plus attention que ça. Elle ferme le coffre du véhicule après avoir pris les bouteilles et en claquant le coffre, là, la silhouette qui attendait au milieu de la rue se tourne vers la jeune fille. Ça a acheté un froid, alors qu'il faisait déjà extrêmement froid dehors. Noémie était très mal à l'aise, presque effrayée, donc elle a décidé de ne pas se faire prier et de rentrer très rapidement chez elle. Une fois rentrée, elle a verrouillé la porte. Elle a ramené une bouteille d'eau à sa mère et elle a parlé de ce qu'elle avait vu à cette dernière. La mère de Noémie en a parlé à son père pour qu'il aille voir ce qu'il se tramait à l'extérieur. Et le père de famille, qui n'était pas à la maison, est rentré 1 heure plus tard. La mère de Noémie l'avait prévenu par téléphone et il a dit que quand il est arrivé, donc vers 23h30, l'individu était toujours au milieu de la route à ne pas bouger et que cette personne est partie seulement quand le père lui a demandé si tout allait bien. On avance un petit peu dans le temps, on est 2 jours plus tard. Il se trouve qu'un des voisins de Noémie est boucher, donc plutôt que de passer des fois directement à la boutique, la famille de Noémie font du commerce un peu comme ça de porte à porte avec lui, c'est-à-dire que lui il a ses viandes à la maison et ils viennent lui acheter directement chez lui plutôt que d'aller en boutique. La grand-mère de Noémie avait passé une commande, donc elle a demandé à Noémie si elle pouvait aller donner l'argent
au voisin pour régler la fameuse commande. Noémie n'avait pas très envie parce qu'elle était pas en pyjama mais avec des pantoufles confortables, elle était vraiment tranquille, pas prête à sortir du tout, donc elle a demandé à ses sœurs de le faire. Ses sœurs ont accepté, mais à une seule et unique condition, c'est que Noémie les surveille en se tenant devant la porte d'entrée pendant qu'elles vont remettre le fameux argent. Noémie s'exécute, elle regarde ses deux jeunes sœurs frapper à la porte du voisin, sauf que le voisin ne répond pas. Les deux sœurs patientent un petit peu, elles attendent, et alors que Noémie les observe, elle se rend compte que la personne qu'elle avait vue attendre pendant la nuit au milieu de la rue était en train de marcher, là, tranquillement. Ça a créé une sensation de malaise chez Noémie. Évidemment, elle repense à la situation qui l'avait effrayée quelques nuits plus tôt, et là elle espère juste que le voisin va se dépêcher d'ouvrir la porte pour que ses sœurs rentrent rapidement. C'est à 2 maisons de la maison du voisin que là le voisin ouvre, il continue de marcher tranquillement, les deux jeunes fillettes donnent l'argent, font ce qu'elles ont à faire, et ensuite elles font demi-tour pour rentrer chez elles. Et elles croisent l'individu qui avait effrayé Noémie. Lui avait continué sa marche, donc il se trouvait maintenant devant l'allée du voisin chez qui il fallait remettre de l'argent, et il s'est arrêté net quand les deux jeunes filles sont passées devant lui, et il a commencé à rigoler tout seul. Les deux jeunes fillettes, ça les a effrayées, ça les a mises mal à l'aise, donc elles ont commencé à courir pour rentrer vers la maison. Et l'homme étrange qui rigolait les suit du regard, et il remarque vers où se dirigent les deux jeunes filles, donc vers la maison de Noémie, et c'est là qu'il la voit, et il semble la reconnaître, parce que Noémie dit que dans le regard de cet homme, quelque chose change. Il se mord la lèvre, et il commence à siffler une mélodie, mais pas une mélodie plutôt douce, pas un chant de Noël, mais une mélodie effrayante. Les deux jeunes filles sont rentrées vers la maison, et l'homme commence à marcher en direction de la maison de Noémie. Il était presque arrivé au niveau du portail de la maison que là, le père de Noémie est sorti pour faire une quelconque affaire. Et en voyant ça, l'homme s'est arrêté net. Il a arrêté de siffler et il a regardé quelques secondes à peine Noémie et il lui a dit « Tu as eu de la chance cette fois » et il est parti tranquillement. Noémie a tout de suite raconté ce qui venait de se passer à son père était furieux. Le papa a essayé de retrouver l'homme et il ne l'a pas trouvé. Et plus tard dans la nuit, en sortant les poubelles, le père de famille a revu cet homme attendre au milieu de la rue. Là, il allait le voir, lui demander ce qu'il voulait, ce qu'il faisait, et cet homme étrange a juste souri et il est parti. C'en était trop. Le père est rentré, il a appelé la police est venue pour constater ce qu'il se passait, sauf qu'au moment où la voiture de police est arrivée sur place, l'homme était parti. Le lendemain, Noémie, alors qu'elle regardait tranquillement par la fenêtre, a été témoin d'un spectacle saisissant. Au moins 5 voitures de police qui étaient stationnées devant le domicile d'un autre voisin. Curieuse, elle en a parlé à son père. Son père était bon ami avec le voisinage, donc elle pensait qu'elle pourrait avoir quelques informations. Et 1 heure plus tard, la police toque à la porte de la maison de Noémie. Ils étaient venus pour poser des questions concernant l'homme si dérangeant qui avait été aperçu à plusieurs reprises. Il se trouve que cet individu a essayé d'enlever et d'abuser d'une fillette de 10 ans, fille d'un autre voisin. Il était rentré par effraction dans le domicile des voisins, et il a essayé de lui enlever ses vêtements, ce qui a fait crier la jeune fille. Ne voulant pas alerter qui que ce soit de par les cris de la jeune fille, l'individu l'a attrapée par les cheveux et a commencé à la frapper. Les cris de la jeune fille ont alerté son frère aîné qui était dans la maison, les parents eux étaient dans le jardin derrière. Le frère aîné a appelé les parents, et le père lui, quand il est arrivé dans la chambre et qu'il a vu le spectacle qu'il a vu devant les yeux, un homme inconnu qui a essayé d'abuser de sa fille et qui l'a frappé, il a sauté sur le gars et il l'a frappé de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il soit inconscient. Pendant ce temps-là, la mère, donc la voisine, a appelé la police et la police est arrivée rapidement parce qu'il y a un commissariat qui est non loin du quartier où vivait Noémie et où tout s'est passé. L'homme a été interrogé par la police et il a avoué qu'en fait, il ne savait pas à qui s'en prendre, s'il devait s'en prendre à la fille des voisins, donc celle qui a été vraiment la victime, ou s'il devait s'en prendre à Noémie. Cet homme était un prédateur d'enfants, quelqu'un qui était connu des services de police. Il avait déjà suivi Noémie à plusieurs reprises. Quand elle rentrait de l'école, il avait déjà prévu de lui faire du mal, mais il n'a jamais pu mettre en œuvre son plan malsain parce qu'elle était toujours entourée de quelqu'un, d'adulte ou d'amis. Il suivait Noémie depuis un moment. D'ailleurs, quand l'homme a expliqué tout son plan, etc., il faisait des commentaires déplacés concernant Noémie, âgée de 16 ans, on le rappelle, en disant qu'il la trouvait sexy quand elle était en débardeur et qu'elle sortait les poubelles le week-end. Il a fouillé le courrier de la famille en espérant trouver
son nom, et c'est en observant Noémie qu'il s'est dit que si jamais il essaie de s'en prendre à elle, elle se défendrait sûrement. Donc il s'est dit qu'il allait pas s'en prendre à elle, mais qu'il allait s'en prendre à une de ses sœurs. Sauf qu'il s'est dit là aussi que si jamais ça arrivait, eh bien elle serait défendue peut-être par Noémie. Tout ça, c'est ce que Noémie a appris. Ensuite, la police a souhaité parler aux parents de Noémie seule. Elle ne sait pas ce qui a été dit. L'homme a été envoyé en prison. Et bien que toute l'histoire ait été réglée, elle a vécu pendant un certain moment dans le stress, ce qui est totalement compréhensible. Elle avait peur de se retrouver seule, elle avait l'impression d'être observée, elle se sentait sale, elle était dégoûtée que quelqu'un pense à elle d'une telle manière. Et finalement, pour essayer d'aller mieux, Noémie a demandé à ses parents de prendre rendez-vous avec un thérapeute pour justement parler de tout ce qui s'est passé et faire un premier pas pour aller mieux. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à Noémie, d'aller mieux, de pouvoir vivre sa vie sans stress, et on espère aussi que la jeune fille qui a été donc la victime de cet individu absolument horrible a réussi à aller mieux elle aussi psychologiquement, parce que bien que c'est l'histoire de Noémie qu'on partage, elle aussi a été une victime dans cette histoire. Je vais maintenant vous partager le témoignage de Tom. Tom nous dit qu'il était en voiture avec sa petite amie et qu'il rentrait à la maison. Il venait de passer une sacrée soirée de Noël. Sa mère avait organisé une énorme soirée et c'était une soirée toute particulière parce que c'était la première fois que sa petite amie rencontrait sa famille entre guillemets éloignée. Elle avait déjà rencontré les parents, frères, soeurs, etc. Mais là, elle avait rencontré les grands-parents, la tante et tout. Donc c'était vraiment une soirée pour marquer le coup aussi. Tout s'était bien passé, tout le monde s'était amusé, tout le monde avait bien mangé. La petite amie avait un peu trop bu. Elle était un peu ivre au moment où le couple est parti. Elle a un peu dormi sur le début du voyage. Et nous sommes maintenant aux alentours des 23h. Tom conduisait la voiture de sa petite amie et à ce moment-là, il était dans une partie boisée, très peu éclairée pour ne pas dire pas éclairée du tout, mais Tom n'était pas mal à l'aise de conduire dans cet environnement-là parce que c'était un endroit qu'il connaissait bien. Il dit qu'il connaissait la route comme sa poche. À ce moment-là du trajet, la petite amie s'était réveillée, donc elle et Tom parlaient tranquillement, quelque chose de tout à fait classique. Tom s'enfonce un peu plus dans la zone boisée et là il nous dit que vraiment on ne voit absolument rien. La seule chose qui est en fait éclairée, c'est ce qu'il y a juste devant le véhicule, ce qui est éclairé par les phares. Et d'un coup, Tom met un coup de volant parce qu'il a l'impression qu'il allait heurter quelque chose. Il freine brusquement et il se tourne à sa petite amie et lui demande si elle aussi elle a vu quelque chose ou si c'est juste l'esprit de Tom qui lui a joué un tour. Et elle aussi dit avoir vu quelque chose. Ni l'un ni l'autre ne sait dire ce que c'était. Peut-être un animal, c'est possible, mais personne n'en est sûr. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est comme si quelque chose était passé. Car et Tom et sa petite amie sont certains d'avoir vu cette sorte de silhouette, cette sorte d'ombre passer et disparaître de l'autre côté de la forêt. Bon, il ne sait pas pourquoi, mais Tom se dit qu'il va quand même jeter un coup d'œil pour en avoir le cœur net. Donc il se gare, pas au milieu de la route, mais un peu sur le côté, et il sort. Il a la flash de son téléphone et il regarde un peu dans la forêt. Il est devant le véhicule et il regarde, mais il ne voit absolument rien. Son cœur bat rapidement, il a un frisson comme s'il pressentait que quelque chose de mal allait se passer. Et d'un coup, quelque chose le surprend. C'est le klaxon de sa voiture. Sa petite amie klaxonnait et lui pense que c'est juste un klaxon en mode reviens dans la voiture, c'est bon, on rentre. Sauf que ce qui surprend, c'est que ce n'est pas des petits à-coups en disant viens. Non, la petite amie a appuyé longuement sur le klaxon, ce qui fait un bruit assourdissant. Tom va vers son véhicule, il rentre à l'intérieur et il demande à sa petite amie pourquoi elle a klaxonné comme ça. Elle n'a rien dit, elle était pâle, elle a juste montré de son doigt une direction. À quelques mètres devant le véhicule, Tom a vu quelque chose qu'il considère comme étant la chose la plus effrayante de sa vie. Il y avait un homme complètement nu, sa peau couverte de boue, qui courait avec dans ses mains une hachette. Évidemment, Tom a rapidement mis le contact et il est parti sans se faire attendre. C'est une fois que tout semblait être redevenu à la normale que là, la petite amie a expliqué ce qu'il s'était passé. Alors que Tom regardait un peu plus tôt dans la forêt avec le flash de son téléphone, l'homme est sorti de l'ombre et la petite amie, elle, n'avait rien vu. Elle regardait un peu comme Tom, mais elle a vu quelque chose se mouvoir du coin de son regard. Et c'est en posant ses yeux sur ce qui a attiré son regard qu'elle a vu cet homme nu s'approcher lentement de Tom, la hachette levée au-dessus de sa tête. Et c'est là qu'elle a pris la décision d'appuyer sur le klaxon. Concrètement, l'homme comptait faire du mal à Tom, probablement le tuer, et l'intervention de sa petite amie est une intervention qui l'a sauvé.
Une fois arrivé à bon port à la maison, là Tom a appelé la police. La police est allée enquêter dans la zone où a été aperçu l'homme, mais ils n'ont rien vu. La police pense que cet homme cherchait en fait à tendre une embuscade, à faire peur à quelqu'un pour qu'une personne s'arrête et lui faire du mal. C'est encore une fois l'intervention de la petite amie qui a sauvé Tom, et cet individu, l'homme nu à la machette, devait penser qu'en fait Tom était seul. Son but était de passer devant un véhicule pour faire croire qu'il y a un animal, que quelqu'un s'arrête, sort du véhicule, quelqu'un de seul de préférence, et cette personne aurait été une victime de l'individu. Sauf que dans la pénombre, dans le cas de Tom, sa petite amie n'était pas directement visible dans la voiture. Donc l'individu a dû penser que Tom était seul, chose qui n'était pas le cas, et qui lui a sauvé la vie. Tom est après plusieurs fois repassé sur cette fameuse route, mais à chaque fois qu'il passe sur cette route, il dit que maintenant, il est extrêmement vigilant. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut totalement comprendre. Nous allons voir maintenant le témoignage de Sébastien. Nous sommes juste après le réveillon de Noël. Tout le monde était rentré à la maison. Mais Sébastien lui a décidé de rester là où s'était tenu le repas de Noël parce qu'il regardait avec son cousin un film, donc il se disait qu'il partirait après le film. Son oncle, lui, promenait ses chiens dans les bois aux alentours, chose qui lui avait été déconseillée par sa femme, la tante de Sébastien. Elle n'était pas forcément rassurée que son mari aille sortir les chiens comme ça aussi tard le soir. Effectivement, il était entre 4 et 5 heures du matin. L'oncle s'est dit qu'il ne pouvait rien lui arriver, donc il a décidé de n'en faire qu'à sa tête et de sortir quand même. La tante était inquiète, donc Sébastien s'est dit t'inquiète pas, je vais l'accompagner, et il a donc suivi son oncle à l'extérieur. La balade se passe bien, mais à un moment donné, Sébastien remarque que les chiens agissent d'une manière assez étrange. Quelque chose ne semble pas aller. Généralement, les chiens aboient sur des rats, sur des petits animaux, ce genre de choses, mais là, ils se comportent différemment. Sébastien raconte que quand les chiens aboient, c'est un peu agressif, mais ils ne feront pas de mal à une mouche. Mais là, ils se comportaient comme s'ils étaient très nerveux, anxieux. Ils tremblaient presque. Et c'est là, alors qu'ils étaient dans les bois, qu'ils réalisaient une marche des plus tranquilles, que Sébastien et son oncle ont entendu des bruits. Et ils en sont sûrs, ces bruits venaient de personnes qui se trouvaient dans les bois aux alentours. Les deux hommes n'ont pas pu discerner vraiment tout ce qui se disait, mais voici ce qu'ils ont pu entendre. Nous nous rassemblons tous ici, par le sang. Et ces mots étaient coupés de plein de choses incompréhensibles. C'était comme si en fait des individus dans la forêt faisaient comme des rituels. Sébastien et son oncle ont pris une décision, et la meilleure des décisions. Ils ont décidé de rebrousser chemin et de rentrer à la maison sans se faire attendre. En partant, l'oncle a crié un peu sur ses chiens pour qu'ils arrêtent de tirer sur la laisse et qu'ils partent avec lui. Et après ces cris, il y a eu d'autres bruits aux alentours dans les bois et un silence de mort, c'est-à-dire que les voix se sont tues d'un coup, mais il y avait comme des petits bruits de branches, comme si en fait les personnes à l'origine de ces voix cherchaient à se cacher. Sébastien et son oncle ainsi que les chiens ont pu rentrer en sécurité à la maison, et Sébastien nous dit que depuis ce soir-là, son oncle ne se promène plus jamais, même avec ses chiens, dans les bois où il a entendu les voix quand il fait nuit. Est-ce que Sébastien a entendu des paroles de personnes qui effectuaient un rituel? Est-ce que c'était autre chose? Ça, c'est tout le mystère de cette histoire. Dans cette nouvelle histoire, je vais vous présenter le témoignage de Sarah. Sarah nous raconte quelque chose qui s'est passé en 2019. Elle était en deuxième année à l'université et elle vivait dans une maison qui se trouvait à peu près à 10 minutes à pied du campus. Elle était colocataire avec des filles qui, pendant les vacances de Noël, étaient toutes de retour chez leurs parents. Dans la maison, il y avait 4 filles, mais l'une d'entre elles avait dû déménager parce que elle avait des problèmes avec son petit ami. Il y avait beaucoup de conflits avec ce jeune homme parce qu'il était assez intrusif. De base, le groupe de filles s'était accordé sur le fait que le petit ami pouvait venir de temps en temps, mais finalement, il a commencé à faire un peu comme chez lui et à s'installer carrément là où il y avait toutes les filles. Les colocataires, en ayant marre, en ont parlé à la fille qui était en couple avec celui-ci. Elles lui ont demandé de le virer, vu qu'il avait commencé à installer ses bagages. Surtout qu'il y a eu une fois un incident pendant une nuit où le petit ami avait été violent physiquement envers sa petite amie et verbalement envers les autres colocataires. La petite amie n'a pas voulu le faire et finalement, elle est donc partie en mauvais termes avec les filles qui étaient restées là. Et cette situation a affecté tous ceux qui vivaient dans le logement. D'une part parce que c'est quelque chose qui s'est mal passé, et en plus de ça, tout le monde gardait en souvenir ce sentiment de malaise qui était ressenti en présence du jeune homme. Nous sommes donc
la veille de Noël. Un soir, Sarah se préparait à dormir parce qu'elle travaillait le lendemain. Elle a donc fermé toutes les portes de la maison, elle était seule, elle a éteint les lumières et elle est ensuite descendue pour aller là où se trouvait sa chambre. Elle a un peu passé du temps dans son lit, sur son téléphone. Et c'est là qu'elle a entendu un bruit, comme si une chaise était déplacée dans la cuisine. Au début, elle ne pense pas que c'est un bruit qui vient de chez elle, mais un bruit qui vient de chez les voisins. Sauf que rapidement, quelque chose dans ses pensées, un souvenir, vient lui rappeler qu'en fait c'est impossible. Elle avait eu plus tôt dans la journée un message des voisins qui lui indiquait qu'il n'était pas là pendant plusieurs jours et donc qui lui demandait si elle pouvait cacher un colis qu'ils étaient censés recevoir. Le bruit que Sarah a entendu a été très bref, donc elle l'a rapidement ignoré. Mais autre chose après a attiré son attention. Cette chose, c'est sa porte de chambre qui s'est ouverte très lentement. Là, dans la tête de Sarah, tout s'est passé très vite. Pile poil au moment où elle aperçoit sa porte bouger, elle se souvient d'une chose qui s'est passée durant sa jeunesse. C'était en fait une professeure, quand elle était peut-être au CE2, qui lui disait qu'une fois quelqu'un était rentré par effraction chez elle et qu'elle avait simplement mimé le fait de dormir. Et donc, si des cambrioleurs étaient là juste pour voler, il ne lui ferait pas de mal si elle dormait. C'est l'idée qu'a Sarah, sauf que elle était sur son téléphone, donc la lumière de son téléphone éclairait son visage et on voyait clairement qu'elle ne dormait pas. Donc Sarah ne bouge pas. Elle est tétanisée, elle fait face à la porte et pendant environ une dizaine de secondes qui lui a semblé durer une éternité, elle pense regarder la personne qui avait ouvert sa porte. Elle ne voyait pas bien qui ça pouvait être, elle voyait simplement une casquette de baseball bleue. Et d'un coup, la personne qui a ouvert la porte la referme comme si il s'en allait tranquillement. Après cela, Sarah s'est assise sur son lit, elle sait qu'elle devrait appeler la police, mais elle est tellement tétanisée qu'en fait, elle ne sait pas quoi faire. Ses pensées s'entrechoquent. Elle se dit qu'en appelant la police, peut-être que la personne qui est rentrée dans la maison va l'entendre et donc va revenir, s'en prendre à elle. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle envoie un message à un homme qu'elle fréquente et elle lui envoie: quelqu'un vient de s'introduire chez moi par effraction et il est rentré dans ma chambre. Le mec a répondu par message, il lui a dit sors de là et appelle la police. Et là, Sarah s'exécute. Peut-être que le fait de parler comme ça avec quelqu'un, ça lui a permis de débloquer un petit peu la confusion qu'elle avait dans son esprit. Alors, Sarah n'appelle pas la police dehors, elle appelle la police de sa chambre. Elle se dit que peut-être l'individu est toujours là, donc elle pourrait le croiser. Elle appelle le 911. La personne qu'elle a en ligne lui dit: est-ce que vous pouvez aller ouvrir la porte pour la police? Sarah dit: non, je prends pas de risque, vous pouvez défoncer la porte, c'est pas grave. Au bout d'un certain temps, Sarah voit au travers de la fenêtre de sa chambre des lumières et elle comprend que c'est la police. La police frappe à sa porte, les agents disent que c'est la police, qu'il faut ouvrir. Finalement, ils défoncent la porte et une fois à l'intérieur, ils appellent Sarah. Sarah se sent beaucoup plus en sécurité, donc elle sort de sa chambre. Elle est escortée à l'extérieur et les agents disent qu'ils vont continuer de fouiller la maison. Personne n'est trouvé. Rien ne semble avoir été volé. Et après enquête, la police informe Sarah que la porte arrière a été déverrouillée. Aucun signe qui montre qu'elle a été forcée ou quoi que ce soit, c'est comme si quelqu'un avait les clés. Et Sarah explique que c'est étonnant parce qu'elle est sûre d'avoir fermé cette fameuse porte à clé. Finalement, la police est partie, la personne que fréquentait Sarah l'a rejoint pour la rassurer pendant la nuit. Évidemment, bien qu'il était là, elle n'a pas été rassurée du tout, elle a pris des mesures de sécurité supplémentaires. Elle demandait au mec de checker la maison plusieurs fois, elle mettait des chaises sous les portes pour éviter qu'on puisse les forcer. Et le lendemain des événements, Sarah a contacté le propriétaire pour demander à faire changer les serrures vu que visiblement quelqu'un avait la clé. Sauf que le propriétaire n'a pas voulu. C'est un événement qui a laissé des séquelles psychologique à Sarah, car elle a toujours cette habitude de vérifier 15 fois si les portes sont verrouillées, de mettre des choses sous les poignets pour se barricader. Et bien qu'elle ne sait pas qui s'est infiltré dans la maison, vu qu'apparemment c'était même pas un cambrioleur, car rien n'a été volé, elle pense qu'en fait c'est l'ancien petit ami, celui qui avait fait comme chez lui à l'époque, qui était venu, qui s'était fabriqué en fait un double de clé à l'époque où sa petite amie vivait là. Mais si c'est le cas, Sarah ne comprend pas pourquoi il serait venu à ce moment-là. Il est venu, il a rien fait, il a rien volé, rien cassé. Donc en fait, les intentions de cette personne-là, que ce soit l'ancien petit ami ou quelqu'un d'autre, ne sont pas claires. Parce que si c'est le cambriolage, il y aurait eu des choses qui auraient été prises. Si c'est attaquer quelqu'un, eh bien il y avait Sarah et elle n'a rien eu, et heureusement. Donc qu'est-ce que cet individu voulait? Et ça, c'est une question à laquelle on ne pourra probablement jamais répondre. Je vais maintenant vous partager le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Samuel.
Samuel nous dit qu'il a une grande sœur qui devait finir ses achats pour Noël. Elle était assez en retard. Donc elle avait prévu une liste d'endroits dans lesquels aller pour faire ses différents achats, notamment un centre commercial. Samuel a décidé de l'accompagner, d'une part parce que il raconte que c'est une jeune fille qui est petite, attirante et que souvent elle a tendance à se faire embêter, et d'autre part parce qu'elle voulait avoir une idée de ce qui ferait plaisir à Samuel pour Noël. Il se trouve que Samuel a un permis de port d'armes, donc il avait sur lui une arme à feu dans un étui. Frères et sœurs ont fait quelques magasins et à un moment donné, il se trouve dans un magasin en train de regarder des t-shirts. Samuel ne trouve rien à son goût, d'une part parce qu'on est proche de Noël, donc il n'y a plus forcément beaucoup de tailles disponibles et il n'y a pas non plus de t-shirts, enfin de modèles qui lui plaît plus que ça. Et alors qu'ils sont en train de regarder les t-shirts, un homme ayant peut-être la quarantaine, assez grand, vient regarder à peu près les mêmes choses que ce que regardaient Samuel et sa sœur. Rien d'inhabituel, un homme qui regarde des articles dans un magasin avec un café dans les mains. Et à un moment donné, cet homme parle avec Samuel. Il lui dit « Oh, ils vendent beaucoup de choses ici dans ce magasin. Et je sais que plus loin à l'arrière, ils vendent aussi des choses pour adultes. » Samuel n'a pas envie de faire la conversation, il répond juste un oui assez sec, qui fait comprendre qu'il n'a pas envie de parler. Et avec sa sœur, ils s'en vont. Et Samuel remarque alors qu'il s'en va avec sa sœur, l'homme lui ne regarde plus les articles du magasin, mais il regarde fixement sa sœur et lui. Encore une fois, rien d'inhabituel pour Samuel, il se dit que cet homme trouve juste sa sœur attirante. Il continue de faire un peu le tour dans le magasin et Samuel se rend compte que l'homme commence à les suivre, mais à les suivre de manière très proche, c'est-à-dire que si Samuel et sa sœur regardent un rayon en particulier, l'homme est dans le même rayon, il n'est même pas discret dans sa manière de faire. Samuel sent que quelque chose ne va pas avec cet homme, donc il a sa main près de son étui, là où il y a son arme à feu. Sa sœur, elle aussi, a constaté qu'il y avait un malaise. Cet homme ne la rassure pas non plus, bien que Samuel soit là. Donc au bout d'un moment, Samuel et sa sœur décident de partir. Et alors qu'ils se dirigent vers la sortie du magasin, Samuel entend quelqu'un crier « Hey mec !» Il comprend que c'est l'homme qui crée cette situation de malaise qui l'appelle. Samuel ne répond pas et il entend ensuite le même appel. C'est au deuxième appel que Samuel se retourne et dit « Quoi ?» Et l'homme vient le voir de manière totalement amicale et lui tend la main en disant « C'était sympa de te rencontrer ». Samuel le regarde bizarrement, il se dit « Mais on n'a pas parlé avec lui, c'est pas comme si on avait fait connaissance. » Et Samuel le regarde et lui dit « Mais non, enfin, on se connaît pas, on n'a pas fait connaissance. » Et bien que Samuel n'ait pas répondu méchamment ou quoi que ce soit, il a répondu peut-être juste un peu sèchement, l'homme en face de lui a commencé à péter un câble. Il a commencé à insulter Samuel et Samuel a décidé de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Lui était déjà en route pour partir, donc il a continué de sortir. Sa sœur, elle aussi, était en train de partir du magasin. L'homme, lui, dans le magasin, continuait d'enchaîner des insultes. Et finalement, Samuel et sa sœur arrivent dans un autre magasin. Ils arrivent à s'éloigner de l'homme qui, lui, ne s'arrêtait pas de lâcher des insultes encore et encore. Et c'est dans cet autre magasin, avec l'esprit un peu plus tranquille, que là, Samuel et sa sœur ont commencé à penser à certaines choses. Ils ne pensent pas que l'homme voulait simplement serrer la main amicalement Samuel. Ils pensent qu'en fait, il voulait lui serrer la main pour le bloquer. Le bloquer, soit prendre son arme à feu qu'il avait réussi à avoir, parce que bien qu'il l'avait à la ceinture et qu'elle était un peu cachée, elle pouvait être visible aussi. Soit pour attraper le sac de la sœur et s'enfuir avec sans que Samuel puisse réagir, ou alors faire quelque chose de bien pire. Mais la réponse à cette question, ça, on risque de ne pas l'avoir. C'est là que le témoignage de Samuel se termine. On a plusieurs possibilités envisageables, c'est soit une altercation dans un magasin qui n'a aucune raison valable, mais le genre de choses qui pourrait arriver et qui peut ne pas effrayer en soi la plupart des personnes, mais on peut avoir aussi des pistes de réflexion où là, ça peut être effroyable dans le sens où quelqu'un voulait en fait se saisir d'une arme à feu pour faire on ne sait quoi, et ça aurait eu des conséquences dramatiques. C'est pour ça que je voulais vous la partager, parce que cette histoire a deux versions. Une version plutôt soft où on se dit que c'est juste une mauvaise rencontre, et une version plus hard où on se dit qu'en fait cet homme avait des intentions, c'est même pas malsaines, mais horribles, que ce soit voler, que ce soit faire du mal à quelqu'un, et dans ce cas-là, vous pouvez choisir la version que vous préférez. Nous allons maintenant voir le témoignage de Leslie. Leslie nous dit que son oncle, donc le frère de sa mère, que nous allons appeler Clark, est marié à une femme et ensemble, ils ont eu un enfant. Elle ne sait pas vraiment pourquoi, mais depuis toujours, autant qu'elle s'en souvienne en tout cas, on a toujours dit à Leslie de rester à l'écart de sa tante. Jusqu'à ses 10 ans, Leslie
trouvait que sa tante était plutôt normale, donc elle ne comprenait pas vraiment pourquoi. Mais c'est après qu'elle a commencé à comprendre ce qu'il y avait comme problème. Cette fameuse tante commençait à harceler la mère de Leslie et ses grands-parents. Par exemple, elle se présentait chez les grands-parents de Leslie à l'improviste et elle commençait à frapper le grand-père. Elle essayait constamment de rentrer dans des conflits. Elle appelait sans cesse pour effectuer des menaces, donc les membres de la famille ont commencé à bloquer son numéro naturellement. Et de plus, ils ont averti l'oncle en disant qu'ils ne voulaient pas que cette femme fasse partie de la famille, qu'elle n'était plus acceptée en fait aux événements familiaux. Donc, avec toutes ces mesures qui ont été prises, le temps a un peu passé, mais la famille a appris que cette fameuse femme avait abusé mentalement de son mari, donc l'oncle de Leslie, et de l'enfant qu'elle avait eu avec lui. Tout ça, c'est pour le contexte. Comme ça, vous visualisez un petit peu qui est cette fameuse tante. Nous sommes donc la veille de Noël. Par tradition, toute la famille s'est retrouvée chez les grands-parents pour un dîner, et donc, il y avait toute la famille, sauf la tante. Tout le monde est assis à une table qui se trouve à côté d'une fenêtre qui donne sur le porche. Et qui tout le monde voit au travers de la fenêtre? Oui, la fameuse tante qui se pointe. L'oncle sort de table, il va rejoindre la tante pour savoir ce qu'elle fait dehors, ce qu'elle fait là, et ce que tout le monde entend, c'est simplement des cris. L'oncle, à un moment donné, en a marre, donc il retourne dans la maison, et la tante prend le chien et dit: si tu ne me donnes pas d'argent, je me barre avec le chien. Il faut imaginer que cette scène attire beaucoup l'attention et les cris sont super forts, donc même les voisins sont attirés par le bruit, et finalement, pour éviter justement de faire un scandale, l'oncle décide de monter dans la voiture avec la tante. Le cousin lui envoie des SMS à son père pour savoir si tout va bien. L'oncle a dit qu'il allait juste à un distributeur d'une banque pour prendre de l'argent, lui donner, qu'elle s'en aille, et 1 heure plus tard, l'oncle revient. Il raconte que l'histoire ne s'est pas forcément terminée là. En fait, la tante gardait le chien en otage et menaçait de le tuer si l'oncle ne lui donnait pas plus d'argent. Finalement, l'histoire s'est bien terminée. Tout le monde a été très marqué. Quand Leslie est rentrée après cette soirée chez elle, elle regardait toujours derrière elle si la tante ne les suivait pas, elle et sa famille. Il se trouve que dans le couple de l'oncle, tout a dégénéré. Forcément, il a été révélé qu'en fait, la tante consommait beaucoup de substances et qu'en plus de ça, elle avait une relation extra-conjugale, donc elle trompait l'oncle de Leslie. Tout a fini par un divorce. C'est une histoire d'horreur qui change des autres, c'est une histoire un peu plus privée, familiale, que je voulais vous raconter parce que je pense que quand tu es en train de faire ton repas de Noël et que tu vis une situation comme ça jette un froid horrible. Et c'est ça justement que je voulais vous partager avec cette histoire. C'est pas une histoire avec un intrus ou quelque chose comme ça, mais quand c'est un membre de ta famille, même si c'est pas quelqu'un avec qui tu es lié par le sang, qui te pourrit Noël avec ce genre de situation et que ça te gâche Noël parce que ça te crée une situation de malaise, de peur. Leslie nous dit bien qu'elle avait peur d'être suivie par la tante et qu'elle fasse des choses inimaginables. Et bien, pour toutes ces raisons, je trouvais que cette histoire avait sa place dans cette série de 10 histoires. Je vais maintenant vous présenter l'histoire de Lily. Lily nous dit qu'elle a jamais vécu quoi que ce soit d'effrayant, sauf une chose qu'elle a compris en grandissant avec le recul. Elle nous explique qu'au moment des faits, elle était petite, elle a été gardée par ses grands-parents et elle racontait à sa grand-mère que ses amis de classe ne croyaient pas en l'existence des lutins, les fameux lutins qui aident à construire les jouets du Père Noël. Donc sa grand-mère lui a dit: tu sais, si tu regardes par la fenêtre parfois pendant la période de Noël, tu pourrais peut-être en voir parce qu'ils regardent si les enfants sont sages, ils observent ce que tu aimes pour faire les cadeaux, etc. Donc Lily, très contente, s'était mise à la fenêtre une fois chez ses grands-parents pour essayer d'apercevoir un des fameux lutins. Elle regarde, et à un moment donné, elle trouve quelque chose. Elle voit une petite tache rouge. Elle était très contente, donc elle a crié à sa grand-mère qu'elle avait vu un lutin. Sa grand-mère ne pensait pas du tout à mal. Donc elle dit: c'est bien ma chérie, c'est bien, continue de regarder. Et là, la tache rouge était plus proche. Et c'est là que, étant plus proche, Lily a pu voir qui était cette tache rouge. C'était un homme petit, donc il y avait une petite silhouette, un homme chauve avec un regard très méchant et qui marchait petit à petit vers la maison en boitant. Encore excitée, Lily a appelé sa grand-mère et lui a dit: mamie, regarde, il y a le lutin qui arrive. Et ça, c'est quelque chose dont Lily se souvient très bien. C'est le regard de sa grand-mère qui change, un regard un peu amusé qui change en un regard totalement horrifié. Immédiatement, la grand-mère a retiré Lily de devant la fenêtre et lui a dit: ma chérie, écarte-toi, les lutins n'aiment pas du tout être observés. Elle est restée dans le rôle de c'est un lutin, etc. Ensuite, elle a tiré les rideaux et la grand-mère a vérifié que la porte était bien verrouillée. Elle a déposé Lily un peu plus loin qui, elle, s'est empressée de retourner vers la fenêtre où elle avait vu ce fameux lutin selon elle, et en regardant de nouveau, elle voyait l'homme s'enfuir et sautant au-dessus de la clôture de la maison. La grand-mère n'a jamais appelé la police, donc l'individu qui souhaitait s'infiltrer sur la propriété n'a probablement jamais été arrêté, et Lily se demande aujourd'hui avec le recul ce qui se serait passé si jamais elle n'avait jamais dit quoi que ce soit à sa grand-mère, si elle n'avait jamais dit avec excitation
qu'elle voyait un lutin dehors. Cette histoire, je la trouve incroyable parce que c'est au travers de l'innocence d'un enfant que des adultes ont assisté à quelque chose d'effrayant, c'est-à-dire voir quelqu'un s'introduire chez soi. Je trouve ça totalement fou, alors que la petite fille, à l'époque Lily, ne comprenait pas du tout le danger qu'il y avait dans le spectacle auquel elle assistait. Pour elle, c'était un lutin, pour les autres, probablement un homme dangereux. Dans cette dernière histoire, nous allons suivre le témoignage de Jessie. Jessie nous raconte, pour contextualiser un petit peu les choses, qu'elle vit avec sa famille, que son histoire s'est passée alors qu'elle avait 12 ans, et sa grande sœur, elle, était partie pour rejoindre l'armée, donc elle n'avait que très peu de permissions. Sa première permission, c'était au moment de Noël. Ça faisait un très long moment que Jessie et sa famille n'avaient pas vu sa sœur, donc ils étaient extrêmement heureux de la revoir. Jessie nous dit que physiquement, elle, quand elle était jeune, avant l'adolescence, elle avait les cheveux blonds, clairs, la peau claire aussi. En gros, elle avait un physique qui se démarquait un petit peu des autres jeunes filles. Pour fêter Noël, d'une manière dont on se souviendra, les parents de Jessie ont décidé de l'emmener, elle et sa sœur, passer un petit week-end, histoire de marquer le coup, visiter une ville que tous ne connaissaient pas, afin de passer un bon moment en famille et faire un petit peu les magasins. La sœur est rentrée, tout le monde était très content de la retrouver. Jessie nous dit qu'elle semblait très heureuse de pouvoir reporter des vêtements civils, les vêtements entre guillemets comme tout le monde, pas les vêtements militaires, et donc la famille est partie pour aller justement faire le fameux week-end. Tout s'est bien passé, et l'événement que souhaite partager Jessie se passe alors que la famille visitait un centre commercial. La famille s'est divisée en deux groupes. Déjà, il y avait la mère de Jessie et sa sœur qui restaient un peu entre elles, et Jessie, elle, restait avec son père. Alors que la mère et la sœur regardaient un magasin de vêtements, Jessie, elle, était avec son père devant en train d'attendre tranquillement. Elle n'était pas directement à côté de lui, elle jouait un peu au niveau de jeux pour enfants qu'il y avait à côté. Et alors qu'elle était en train de jouer, Jessie a remarqué qu'un homme avec une moustache est venu parler à son père. Un homme qu'elle avait déjà vu un peu avant, car elle a constaté que cet individu la regardait énormément alors que la famille se baladait dans le centre commercial. Et c'est quelque chose qu'elle a pu remarquer parce que la famille s'était rendue au centre commercial pas longtemps avant la fermeture, donc les lieux étaient quasiment vides. Elle n'a pas entendu ce qu'il s'est passé, mais ce qu'elle sait, c'est que son père semblait réagir bizarrement. Il a eu d'abord un rire gêné, puis un regard très énervé, et ensuite il a été rejoint par sa sœur et sa mère, et le père a dit c'est bon, on y va maintenant, et il a pris Jessie par la main et il l'a emmenée en dehors du centre commercial. Et pendant que toute la famille quittait les lieux, l'homme avec la fameuse moustache, lui, était en train de les regarder fixement. C'est en arrivant dans la voiture que là, le père de famille a expliqué ce qu'il s'était passé et ce qui avait emmené vers ce départ précipité. Il a dit qu'en fait l'homme est venu l'aborder et lui a dit d'abord « Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que vous recherchez quelque chose ?» Et le père pensait en fait que cet homme était d'abord un vendeur. Mais au bout d'un moment, montrant qu'en fait le père n'est pas intéressé en quoi que ce soit, l'homme à la moustache lui a dit « Ok, du coup, combien pour la petite ?» Oui, cet homme, qui n'était pas un Américain, il avait un accent, selon ce que dit le père, étranger, voulait acheter Jessie, échanger de l'argent pour acheter un être humain. Évidemment, le père n'a pas accepté du tout, il lui a dit « c'est pas quelque chose qu'on fait ici ». La sœur qui était à l'armée voulait retourner au centre commercial pour littéralement tuer le mec qui avait dit ça. Et Jessie n'a compris la gravité de la situation que quand elle a pris un peu d'âge, parce que elle, quand elle était jeune, elle ne comprenait pas vraiment tout ce qui s'était passé. Elle se rappelle juste du malaise qu'il y avait eu pendant la suite des vacances en famille. Le père était toujours super osaïque, il faisait toujours très attention à Jessie, et c'est vrai, maintenant qu'on a fini ce témoignage, que c'est une situation absolument horrible. J'imagine pas ce que je pourrais faire si jamais j'entendais quelqu'un me demander à quel prix il pourrait acheter mon enfant. Je sais pas si je prendrais la chose sérieusement ou pas en fait. Dites-moi vous en commentaire comment vous réagiriez si on vous posait ce type de questions. Et voilà les amis, on en a fini pour ces 10 histoires sur le thème de Noël. Alors pas des histoires qui vont mettre en avant un Père Noël qui va vouloir tuer toute une famille. Ce sera pour une autre vidéo, que des histoires qui se passent au moment de Noël en tout cas. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. En tout cas pour moi c'était un plaisir de vous partager toutes ces histoires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je le rappelle, il y a en ce moment un concours sur Instagram pour gagner une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 €. Je vous mets mon Instagram juste ici pour pouvoir participer au fameux concours. Tout le monde a sa chance et toutes les conditions sont sur le post Instagram où il y a cette photo. N'hésitez pas à aller voir là-bas si vous souhaitez participer.
ou si vous souhaitez aussi me suivre, m'envoyer une histoire flippante qui vous est arrivée, c'est toujours là-bas que je les prends, ou par mail si jamais vous préférez évidemment, mail qui se trouve dans la description. Merci du fond du cœur d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, c'était Haken, salut!